Donc bonjour à tous, je me présente, du coup je m'appelle Ludovic Demol, donc j'ai 22 ans et ça fait 3 ans maintenant que je suis en alternance chez Norcis, du coup là c'est ma dernière année. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler des bases de données vectorielles. Donc pourquoi je parle des bases de données vectorielles? Déjà ça part d'un sujet de veille perso, purement parce que sur les réseaux sociaux j'avais entendu parler de ça, quelqu'un qui présentait une solution IA et pourquoi pas utiliser les bases de données vectorielles. Et donc c'est un terme qui m'a un peu tilté, donc j'ai voulu me renseigner. Donc j'ai monté un petit projet dans mon coin, histoire de voir comment ça fonctionne, toucher un petit peu. Et au fur et à mesure, déjà au sein de mon équipe, où je suis dans un centre de service, j'ai voulu partager. Et ensuite, avec Thomas, on en a discuté. Et pourquoi pas le partager aussi à Norcis. Donc j'ai fait pour l'Octogone de Norcis. Et maintenant, je le fais pour vous, HostiJug. Donc déjà, merci beaucoup HostiJug de me permettre de faire cette présentation. Donc on va commencer tout de suite. Alors, les bases de données vectorielles, donc je vais, au sein de cette présentation, vous montrer à quoi ça sert. Donc comment ça fonctionne, ce que c'est, etc. Différents cas d'usage, d'où c'est utilisé aujourd'hui dans des systèmes numériques, dans des grandes entreprises. Vous faire une petite démonstration de moi, comment je l'ai utilisé pour essayer de toucher un petit peu à l'outil, de comprendre comment il fonctionne. Et enfin, on va conclure la présentation. Déjà, petite question, est-ce qu'il y en a qui ont déjà manipulé des bases de données vectorielles ici? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient avant juste de nom? Ok, c'est cool. Donc vous en avez déjà entendu parler. Donc déjà, on va mettre un petit peu de contexte. Donc déjà, les bases de données vectorielles, elles interviennent donc aujourd'hui où environ 80 à 90% des données qu'on utilise, qu'on crée, qu'on stocke dans les entreprises, et même ailleurs, elles sont non structurées. Donc données non structurées, c'est du texte, des images, des vidéos, etc. Et donc ces données, on a tendance à les stocker dans des bases de données relationnelles, même non relationnelles, etc. Mais c'est vraiment juste pour les stocker. Et donc l'intérêt des bases de données vectorielles, qui est une autre solution pour stocker ces données non structurées, c'est qu'elles vont ajouter du sens à nos données. Donc on va pouvoir les valoriser. Donc comment déjà c'est arrivé le système de vectoriser des données? Donc c'est en 2013 que Google, avec un laboratoire, a sorti le premier algorithme concret Word2Vec qui va venir vectoriser un mot en vecteur. Donc c'est le premier algorithme concret qui a rendu vectorisable une donnée. Et donc ce vecteur, déjà, pour représenter, comparé à un stockage relationnel dans une base de données classique, on va y pouvoir capturer le sens de notre donnée non structurée. Donc dans un SGBD relationnel, je prends cet exemple-là pour comparer parce que c'est plus simple. On va juste stocker notre donnée, c'est tout, pour la récupérer, l'interroger. Le vecteur, il va représenter le sens, la sémantique de notre donnée. Donc quand je dis sens, faut que je précise que c'est pas le sens commun. Par exemple, là, je vous parle d'un chat. On connaît tous la définition d'un chat et on sait à quoi ça correspond. Là, ça va varier en fonction de paramètres. C'est le sens de la donnée dans son contexte. Ça dépend de la manière dont on l'a vectorisé. Donc c'est pas le sens global. Et donc bien sûr, c'est pas un concurrent aujourd'hui aux autres types de stockage de données non structurées, mais c'est un outil complémentaire qui peut faciliter certains usages et qui peut être une solution. Donc on va commencer déjà parce qu'il y a quelques notions techniques qu'il faut connaître pour comprendre vraiment comment ça fonctionne sous le capot des bases de données vectorielles. Et notamment, déjà, qu'est-ce qu'un vecteur? Donc en mathématiques, si ça remonte pas trop, ou vous vous en souvenez un petit peu, un vecteur c'est juste une liste ordonnée de nombres. Ici c'est pareil, juste que cette liste va être beaucoup plus longue. Et qu'un vecteur en mathématiques, on peut le représenter dans un espace graphique. Là c'est un espace multidimensionnel parce qu'on a des dimensions énormes, donc ça va pas pouvoir être représenté vraiment dimensionnellement parlant. Et ce vecteur va donc représenter le sens sémantique de notre donnée. Donc à droite, il y a un petit exemple où on voit des points avec des chiens, des chats, etc. Et d'autres points dans un autre coin de la représentation qui représentent des fruits. Donc je vous parle d'un vecteur avec beaucoup de dimensions. Mais donc qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de dimensions dans ce vecteur? Ça va dépendre de 3 choses, principalement. Déjà du modèle d'embedding. Donc là, c'est un gros mot que j'utilise et c'est un concept fondamental dans les bases de données vectorielles. C'est ce modèle d'embedding qui va définir le sens de notre donnée.
c'est à lui qu'on va envoyer notre donnée non structurée, notre texte, notre image, etc., qui va la convertir en vecteur. Et donc ce modèle d'embedding, ça peut être un algorithme simple de type transformer ou un réseau de neurones. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Et donc ces modèles, ces algorithmes, ils sont pré-entraînés avec des données. Et donc c'est ce pré-entraînement qui va définir comment ils vont transformer, et ils vont définir le sens de notre donnée non structurée. Et du coup, comme il y en a des différents, il y en a plein des modèles d'embedding, bah forcément ils ont tous leurs particularités, certains qui vectorisent principalement du texte en français, certains des images, et donc ils ont un schéma de sortie qui est différent. Donc certains ils vont sortir des vecteurs avec des dimensions de 500, d'autres 1000, d'autres 300. Il y a un petit cadre, par exemple au niveau du texte, on va être aux alentours des 300 dimensions. Pour tout ce qui est image, etc., on va monter 700, etc. Mais ça va beaucoup dépendre du modèle d'embedding. Enfin, du coup, comme je viens de le dire, ça va dépendre du type de la donnée, donc image, texte, etc. Et enfin, ça va dépendre aussi du compromis précision-performance qu'on veut avoir, parce qu'au plus le vecteur il est long, au plus donc on va avoir besoin de temps et de calcul pour pouvoir vectoriser notre donnée non structurée. Et surtout, la précision qu'on veut apporter à notre donnée, c'est-à-dire au plus un vecteur il est long, par définition, c'est vrai, au plus il va être précis, mais ça dépend aussi du type de données. C'est-à-dire un vecteur d'image, il est plus long qu'un vecteur de texte. Ça ne veut pas dire que le vecteur d'image, il est plus précis que le texte. Maintenant, comment est-ce qu'on crée un vecteur? Donc, je vous ai expliqué avec le modèle d'embedding, c'est grâce à lui qu'on crée le vecteur. Mais donc, concrètement, comment ça se passe dans la pipeline pour créer un vecteur? On va donc prendre notre texte brut. Donc là, je pars d'un exemple avec du texte, c'est le plus simple. Et donc, ce texte, quand on va le passer à notre modèle d'embedding, donc on va le découper et le modèle d'embedding il va prendre chaque token de notre, donc on va appeler ça des tokens de notre phrase et il va venir passer ça dans un algorithme multicouche, donc c'est des formules mathématiques, donc de propagation et rétropropagation, mais je vais vous éviter la définition parce que même moi je suis pas expert dans ces formules mathématiques et on va ressortir un vecteur. Donc concrètement, ce que ça donne, quand on compare un modèle type un LLM qu'on connaît aujourd'hui qui va générer du texte, un modèle dans le style de ChatGPT, il va regarder les tokens qui le précèdent et lui-même pour essayer de définir le vecteur le plus proche pour générer le mot suivant. Alors qu'un vecteur dans une architecture transformer, donc pour vectoriser et en créer un vecteur avec le sens le plus proche, enfin, le sens le plus exact, pardon, chaque token va regarder tous les tokens du contexte qu'on lui a donné pour pouvoir se recalculer sa valeur et être le plus précis possible et donc donner en sortie du coup un vecteur le plus complet et qui représente le mieux le sens. Maintenant, donc on a nos vecteurs qui sont à la base des données brutes, mais donc on va essayer de mesurer la similarité entre ces vecteurs, donc la distance. Donc ça se fait via un calcul de distance, mais des calculs de distance. J'ai oublié de couper le Teams. Il y en a plein. Et ces calculs de distance, bon, je vous les affiche juste ici. Donc il y en a encore plus même, mais ceux-là, c'est les principaux. Et aujourd'hui, par exemple, on va s'intéresser que à la distance cosinus, parce que c'est notamment la plus utilisée. Ces calculs de distance, ça va permettre de mesurer dans notre vecteur, dans notre base de données vectorielle, quel vecteur est le plus proche en termes de sens, et pas seulement en termes de distance d'un autre. Donc, les méthodes de calcul, elles vont dépendre du type de données qu'on utilise. Donc là, je vais prendre un exemple simple. Donc du texte, on va forcément utiliser la distance cosinus. Pourquoi on va utiliser la distance cosinus? Parce que deux textes très proches peuvent avoir une structure qui est totalement différente, mais un sens qui est commun. Et donc mesurer la distance euclidienne, par exemple, comme à côté, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne va pas vraiment mesurer si le sens est proche, on va juste mesurer si la structure est différente. Alors qu'avec la distance cosinus, on va mesurer l'angle entre les deux points. Donc ça va permettre de mesurer beaucoup plus précisément et justement le sens entre deux textes. Donc comme je viens de le dire, la distance euclidienne, elle permet de mesurer la distance directe entre deux points, entre deux vecteurs. Et là, ça va être beaucoup plus utile pour tout ce qui est images. Parce qu'on va venir superposer les images, les comparer directement. Plein d'images de chats, plein d'images de chiens. On a juste besoin de calculer et de vérifier quelles sont les plus similaires. Et enfin, j'ai mis d'autres calculs de distance en dessous, mais c'est plus pour la complétude parce que ça dépend
beaucoup du cas d'usage, c'est lié à des cas spécifiques, notamment la distance point, qui va mesurer en même temps l'angle entre deux points, mais aussi la distance absolue, comme la distance euclidienne le fait. Donc là maintenant, on a un peu tous les principes concrets pour comprendre comment ça fonctionne et comment on peut utiliser une base de données vectorielle. Donc si on récapitule, on a nos données brutes en entrée, on va venir les découper en morceaux. Donc là, on prend l'exemple de PDF, de fichier texte. On va découper tous nos morceaux de fichiers texte et on va les donner à notre réseau de neurones ou notre algorithme transformer qui va nous ressortir des vecteurs. Ces vecteurs, du coup, on va les stocker dans notre base de données vectorielle avec la donnée brute associée, évidemment, pour la retrouver. Et pareil, lorsqu'on voudra faire de la recherche, on va reprendre le même principe. Notre donnée d'entrée, on va la donner au même réseau de neurones ou algorithme qu'on a utilisé pour vectoriser nos données de base, et il va la transformer en vecteur pour rechercher la similarité au sein de la base de données vectorielle. Il faut bien séparer les deux, parce que c'est pas le réseau de neurones, c'est pas la base de données vectorielle, pardon, qui va vectoriser la donnée. C'est deux choses différentes. Là, par exemple, dans mon cas, c'est vraiment la base de données vectorielle, elle sert juste à mesurer la similarité, comparer les vecteurs et les stocker avec la donnée brute associée. Maintenant, il y a un dernier mécanisme qui est très important dans ça, c'est l'indexation. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on a des bases de données vectorielles, on parle en millions de vecteurs. Souvent, quand c'est vraiment utile, on parle en millions de vecteurs, en centaines de milliers. Et donc, pour les parcourir en faisant un full scan de notre base, forcément, ça prend un temps immense si on mesure la distance entre chaque point à chaque fois. Et donc, il y a le mécanisme d'indexation qui rentre en jeu, qui va permettre de faciliter le parcours de toute cette collection vectorielle. Et donc, comment est-ce qu'on va rechercher très rapidement parmi des millions de vecteurs? Ça va être grâce à une famille d'algorithmes, encore des mathématiques, qui s'appelle ANN, donc pour Approximate Nearest Neighbor, la méthode de calcul du plus proche voisin approximatif. Et donc c'est une famille d'algorithmes, donc il y a plein d'implémentations mathématiques différentes de cet algorithme, et celle qui est principalement utilisée pour les bases de données vectorielles en général, le cas par défaut, c'est HNSW, pour Hierarchical Small Navigable World. Donc c'est un graphe multiniveau, où pour chaque entrée qu'on va faire dans notre base de données vectorielle, on va venir l'indexer pour lui rajouter, donc pour la lier à notre graphe. On va calculer les plus proches voisins approximatifs. Et donc quand on va venir faire une recherche future, on va pouvoir parcourir ce graphe hyper rapidement et au fur et à mesure affiner la recherche, donc trouver le plus proche voisin et la vraie similarité. Parce que donc, certains peut-être vous connaissez KNN pour mesurer les plus proches voisins directs, mais en termes de coût de performance, ça serait immense de faire ça sur des millions de vecteurs. Donc cette approche-là, elle permet de diviser le temps pour rechercher parmi beaucoup de vecteurs. Maintenant, les cas d'usage qu'on a aujourd'hui autour des bases de données vectorielles, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont auxquels on pense directement, notamment pour la recommandation. Aujourd'hui, si on va sur Netflix ou même sur certaines marketplaces pour faire des achats, etc., on ne le sait pas forcément, mais parfois, ils utilisent des bases de données vectorielles derrière pour nous recommander des films, des produits. Comment ils font? Tout simplement en vectorisant parfois des descriptions de films, des synopsis, des notes, etc., les catégories. Ils vont prendre toutes ces données, les agréger et créer un vecteur qui va représenter le film. Et ils vont vectoriser aussi du coup les films qui sont dans notre historique de visionnage. Et donc, en comparant les films qu'on a déjà regardés et ceux qui sont déjà disponibles sur la plateforme, ils pourront nous recommander des films qui sont proches de ceux qu'on a déjà vus, qu'on pourrait potentiellement aimer. Il y a aussi du coup les chatbots en RAG. Donc on a déjà eu une présentation avec le StiJug il y a un petit bout de temps avec Antonio Goncalves qui nous présentait LangChain4j pour monter des chatbots RAG rapidement en Java avec ce framework. Donc derrière, on peut aussi utiliser une base de données vectorielle pour éviter notamment parfois d'avoir des systèmes prompts immenses si on veut les spécialiser avec une grosse base de connaissances. On peut utiliser une base de données vectorielle qui simplifierait la chose. Il y a aussi un cas d'usage auquel on pense moins, c'est sur la détection d'anomalies, donc notamment avec Uber ou PayPal, etc. Tout ce qui est détection de fraude et d'anomalies. Donc Uber l'utilise parce qu'il vectorise les itinéraires de certains trajets. Enfin, on va prendre le même trajet, mais sur plein de transactions différentes. On va vectoriser l'itinéraire
la vitesse du chauffeur. On va pouvoir vectoriser aussi le moyen de paiement. Et donc ça va créer un cluster où tous nos vecteurs ils vont potentiellement se ressembler, si on enlève l'heure, etc. Et donc lorsqu'il y a une anomalie, une fraude qui arrive sur ce même trajet, elle va pouvoir être détectée beaucoup plus facilement parce qu'elle va s'éloigner du cluster. Et donc on va pouvoir observer directement cet éloignement. Pareil avec PayPal, qui fait exactement la même chose. Du coup, pour chaque compte, on a l'historique en vecteur de toutes les transactions. Et donc, on peut mesurer donc, à quel moment c'est arrivé, où, etc. Donc, si c'est des transactions qui ont lieu, par exemple, tout le temps en France, et qu'un jour, elles se passent en Chine, sur un compte, etc., à une heure qui n'est pas cohérente, ben, on va pouvoir, du coup, détecter la non-cohérence de la transaction et potentiellement une fraude pour amener une vérification. Donc, ça permet de faciliter cette détection d'anomalies. Et puis, plus logiquement aussi, sur la recherche multimodale, certains outils de chez Google qui permettent donc de rechercher à partir de textes, d'images, etc. et de pouvoir récupérer toutes les sources qui ont le plus de sens en fonction de ça. Donc c'est différent de la recherche lexicale pure où on va uniquement retrouver les mots qui correspondent plus ou moins. Maintenant, donc, je vais vous présenter un peu rapidement, vous faire une petite démo de mon cas d'usage et vous montrer ce que j'ai fait pour mettre en place une base de données vectorielle. Donc moi, c'est très simple, j'ai décidé de faire un chatbot RAG. C'est l'exemple le plus commun et le plus simple pour mettre en place une base de données vectorielle. Et je vais vous montrer donc un petit peu techniquement le code que j'ai mis en place. Bon, pour le jug, j'ai ma base de données Qdrunt. Donc il en existe beaucoup d'autres, mais moi j'ai choisi celle-là simplement parce qu'elle est très documentée, connue. Et pour la première fois, quand j'ai utilisé une base de données vectorielle, c'est celle qui m'a le plus parlé pour répondre à mon cas d'usage. Et donc, je suis parti donc de documents bruts, j'ai scrappé des pages web d'un même site, de différents produits, qui proposent différents produits, pour faire un chatbot spécialisé sur ce site web. Donc j'ai découpé ces documents, donc ces pages web que j'ai récupérées en morceaux, pour les vectoriser, donc avec le modèle Nomic Embed Text, qui est disponible sur Olama quand je l'ai récupéré, et je les ai insérés dans ma base de données Qdrunt. Et ensuite, pour compléter le tout, j'ai rajouté OpenWebUI, donc une interface pour chatbot qui permet de faciliter son implémentation. Je n'allais pas tout réécrire moi-même, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et j'ai rajouté du coup un LLM, Llama 3.8b, qui va récupérer donc le contexte qui est remonté dans ma base de données vectorielle pour le donner à Llama et qui génère la réponse pour l'utilisateur. Ouais. Donc maintenant, si on regarde un peu plus niveau code, bon, c'est sûr que c'est pas forcément très parlant et c'est pas le plus intéressant parce que c'est juste pour montrer la pipeline que j'ai mis en place. Et pour vous, je l'ai converti en Java. Bon, merci Claude. Mais à la base, j'avais fait une API en Python. Quand je l'ai fait, parce que ça fait un moment que je fais plus de Java depuis 3-4 ans. Et donc, c'est très simple. Donc, j'ai deux fonctions. La première, embed text, qui va donc récupérer mon modèle d'embedding et donc à chaque fois lui passer mes données non structurées et pour qu'il me ressorte en sortie la liste de float, donc ma liste de mon vecteur en sortie. Et ensuite, j'ai ma fonction qui va venir indexer tous mes documents à la suite. Donc prendre mes documents, les découper en morceaux et créer mes points et directement les insérer dans Qdrunt avec la donnée vectorisée. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant que j'ai fait ça, donc je l'ai déjà fait au préalable pour éviter l'effet démo, je vais vous montrer un petit peu dans Qdrunt comment ça se passe, comment ça fonctionne. Juste ici. Donc j'ai un conteneur Qdrunt qui est rempli sur ma machine et j'ai une collection déjà. On peut voir des informations, donc le nom, son statut, le nombre de points de ma collection. Donc moi, c'est pas très parlant, c'est pas un vrai cas d'usage aujourd'hui qui répond à un gros besoin. Et puis même la manière dont j'ai découpé les points, etc. J'en ai 78. C'est pas les milliers, les millions dont je vous ai parlé, mais c'est simplement pour la démonstration. Et on voit des informations aussi, notamment la taille des vecteurs, donc 768. Donc pour mon texte que j'ai vectorisé, et le type de distance qui est utilisé pour mesurer la similarité, la distance cosinus. Si je rentre du coup dans ma collection, je peux visualiser les points. Donc ce qui est assez sympa avec Qdrunt, on voit donc la donnée brute associée, sa source, etc. On peut rajouter des métadatas à chaque insertion, et donc on peut récupérer le vecteur. Donc sur Qdrunt, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de la visualisation et c'est assez parlant, notamment là pour
du coup visualiser toute ma collection dans un espace. Et donc là, déjà, on voit certaines choses, on voit tous les points. Si je clique sur un point, on voit ce que je vous ai montré juste avant, les détails de ce vecteur-là. Mais surtout, ça permet aussi de faciliter la visualisation de certaines choses, pardon, notamment là où on voit qu'il y a beaucoup de points qui sont regroupés. Et quand on clique sur un point, on voit des informations, notamment, si je reste sur le point, c'est mieux, avec des emojis, ça parle de frais de livraison, etc., de panier, le point d'à côté, c'est à peu près pareil. Et pourquoi ça fait ça? C'est parce que je n'ai pas nettoyé mes données. En fait, là, je l'ai juste récupéré depuis la page web, les découper en morceaux et les insérer. Donc forcément, ça permet d'identifier des choses comme ça plus facilement. Et enfin, la dernière chose dans la collection qui est intéressante à regarder, c'est, donc je vous ai parlé de l'indexation avec le graphe. On peut le visualiser en direct et donc comprendre comment chaque point est attaché à d'autres. Donc comment chaque vecteur est proche plus ou moins approximativement des autres, et pouvoir parcourir ce graphe. Donc c'est assez intéressant sur l'outil de pouvoir faire ça en direct, et très simplement. Et il y a aussi une console donc, qui permet de récupérer les informations de ma collection. Donc là, je récupère à peu près toutes les informations, les infos sur ma collection, ce que je vous ai déjà montré, par rapport au vecteur, sa taille, le type de distance utilisée, la configuration du graphe qu'on peut modifier. Et surtout, ça permet de faire des recherches. Donc là, par exemple, on a un endpoint juste ici, pour pouvoir rechercher donc, avec un vecteur en entrée, évidemment, parce que ce n'est pas la base de données vectorielle qui vectorise, c'est bien le modèle d'embedding. Donc il faut lui donner un vecteur en entrée. Je lui ai dit que je voulais récupérer les 3 vecteurs les plus proches dans ma collection que je vous ai montré juste avant. Et donc pour ce faire, il faut que je vectorise déjà une entrée. Donc ce que j'ai déjà préparé, c'est donc un petit appel pour venir vectoriser la phrase suivante, donc le prompt rafraîchissant pour accompagner du poisson. Parce que si vous ne l'avez pas encore vu, j'avais donc scrappé des pages de la page 3 mots, enfin du site web 3 mots, pour chaque page de bière, la Outtaker, la blonde, etc. Et donc on va vectoriser cette phrase pour essayer de comprendre quels vecteurs sont les plus proches de sens dans ma base de données vectorielle. Donc si je fais ça, hop, il va directement le copier dans mon presse-papier et je vais venir le coller ici. Donc évidemment, c'est pas très parlant quand on récupère le vecteur, qu'on doit faire des requêtes. Mais si je remonte pour exécuter, hop. Donc là, on a notre résultat de requête. Donc on a nos 3 vecteurs qui sont remontés avec la donnée brute associée. Et donc ma phrase de base, c'était pour accompagner le poisson. Et on voit que dans les vecteurs qui sont remontés, on parle de poisson, de viande, etc., de nourriture. Et on a aussi quelque chose de très intéressant, c'est le score. Du coup, le score, ça va être le score de similarité qui est remonté pour déterminer si le vecteur est plus ou moins proche ou non. Et donc c'est avec aussi des informations comme ça qu'on va pouvoir mesurer la qualité de nos données. Savoir si on a à chaque fois de nos requêtes qui ont le même contexte que ce qu'on en interroge. Si les valeurs de scoring sont très éloignées, il faut s'interroger sur la qualité de nos données ou alors sur le modèle d'embedding qu'on utilise. Donc voilà pour Qdrunt. Maintenant, si je reviens donc à ce qui me restait à implémenter, c'était du coup l'endpoint pour pouvoir interroger avec OpenWebUI toute ma pipeline. Donc on va récupérer donc un endpoint qui va récupérer une question utilisateur, la vectoriser et interroger ma base de données vectorielle pour récupérer les 5 vecteurs les plus proches, les 5 vecteurs similaires. Ces 5 vecteurs que j'ai récupérés ici, donc mon contexte, je vais venir les concaténer, donc ça va être à chaque fois des gros morceaux de texte, hein. Et je vais simuler un petit système prompt pour que mon LLM y réponde uniquement à partir du contexte que je lui ai donné. Et enfin, donc, je vais faire ma petite requête à mon LLM qui est sur ma machine pour générer ma réponse et la renvoyer. Et donc, si on va sur mon OpenWebUI, donc on voit l'interface, elle se présente comme ça. Si je pose une question pour avoir quel... Oula. Qui est la bière pour l'été. C'est une phrase, voilà. Évidemment, ça va mouliner un peu parce que le LLM il est sur ma machine en local et que j'ai pas pris un LLM très très léger, mais
C'était pas forcément très important pour ma démo ou pour mon cas. Je voulais une réponse qui était assez complète, que je puisse vraiment tester profondément la réponse. Mais du coup, forcément, ça rame un petit peu avant de répondre. Et donc là, on a une réponse. Et il y a un indicateur que j'ai pas présenté juste avant, que j'ai mis dans le code, c'est la confiance. Donc la confiance, c'est la moyenne de tous les scores qui sont remontés par chaque vecteur, donc les 5 vecteurs les plus proches qui sont remontés par ma requête. Donc la moyenne de ces 5 scores, ça va être ma confiance. Donc ça va pouvoir, en un coup d'œil, savoir si la question utilisateur elle est proche du contexte qui est remonté dans la base de données vectorielle ou c'est une question qui n'a juste rien à voir. Et donc il nous répond. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc on a le score de similarité et les sources, donc les vecteurs qu'il a pu récupérer. Donc ça, c'est un cas d'usage que j'ai implémenté pour voir de bout en bout comment est-ce que la base de données vectorielle, elle pouvait être utile pour un chatbot spécialisé, parce que j'ai déjà eu des présentations pour réaliser des chatbots, notamment dans ma formation, mais ils ne présentaient pas du tout cette partie base de données vectorielle-là. Ils se contentaient juste de présenter le système prompt qui allait un peu définir comment le chatbot allait répondre. Mais donc là, le fait de pouvoir apporter une connaissance encore plus large à notre chatbot avec tous ces vecteurs qu'on peut accumuler et donc permettre de le spécialiser encore plus et d'en faire quelque chose de plus complet. Maintenant, si on revient à la présentation, donc les bases de données vectorielles aujourd'hui, donc c'est déjà quelque chose qui est assez mature. Hein. On voit avec Google qui a montré son algorithme il y a déjà plus de 10 ans. Et aussi d'autres acteurs majeurs des bases de données comme Postgre ou Mongo, qui maintenant intègrent des plugins donc communautaires ou non, qui sont plus ou moins maintenus pour gérer la recherche vectorielle. Donc aujourd'hui, sur une base MongoDB sur le cloud, vous pouvez ajouter un plugin vectoriel ou vous associer à votre ligne de données un vecteur et depuis l'interface Mongo, faire de la recherche sémantique. Un enjeu autour des bases de données vectorielles, c'est la performance et la précision. Aujourd'hui, je ne suis pas beaucoup rentré dans les détails à ce niveau-là, parce que c'était une introduction pour comprendre un petit peu les concepts et pas pousser les curseurs, mais il y a différents types d'index qui existent. Il y en a des milliers, des modèles d'embedding. Il y a l'aspect aussi multimodalité, parce qu'on peut stocker dans la même collection du texte, des images, etc. Et il y a aussi des problématiques liées à la latence. Et à la qualité, comme je vous l'ai présenté juste avant, on peut effectuer des tests de qualité pour mesurer dans notre collection la qualité de nos données. Et du coup, il y a quelque chose aujourd'hui qui commence à devenir une norme, la recherche hybride, donc notamment avec Elasticsearch, qui ont aussi rajouté ça à leur attirail, pour combiner donc la recherche lexicale, qu'on connaît tous aujourd'hui, et la recherche sémantique, pour améliorer les résultats, avoir des résultats qui sont beaucoup plus complets. Maintenant, il y a aussi des limites en termes de coûts, pas forcément pour tous, pas forcément dans tous les cas, mais une base de données vectorielle, ça ne change pas forcément grand-chose à une base de données classique. C'est du stockage, la donnée brute elle est stockée aussi, on stocke en plus des vecteurs, mais il y a aussi un mécanisme d'indexation qui peut du coup lui coûter en termes de performance, donc qui nécessite, si on veut être très rapide, sur des ou plusieurs grosses collections, une plus grosse machine. Et donc potentiellement ça peut représenter des coûts pour une infrastructure vectorielle. Et au niveau de la sécurité et de la conformité, évidemment, donc ça reste des vecteurs, mais il y a la donnée brute associée. Donc on est toujours sensible donc au RGPD, à la gestion des données, que ce soit pour le droit à l'oubli ou le chiffrement. Donc pour conclure, aujourd'hui, les bases de données vectorielles, c'est un concept qui est très avancé, qui est standardisé. Et on le voit déjà parce que ça répond à un besoin réel. Et c'est une technologie mature aujourd'hui. Et surtout, ça ne vient pas remplacer quelque chose, ça vient rajouter un outil pour répondre à d'autres besoins aujourd'hui qui explosent avec l'arrivée de l'IA où on en parle partout. C'est quelque chose aussi où, lorsque j'ai mené mon projet pour en apprendre plus sur les bases de données vectorielles, qui étaient remplies de ressources, que ce soit pour les personnes qui ont monté ces bases de données vectorielles-là, qui prêchent évidemment leur paroisse, mais même ailleurs. Donc je trouvais que c'était très intéressant de voir toute la connaissance qui était partagée dans ce domaine-là. Et surtout, c'est même sur le marché. Aujourd'hui, que ce soit les providers cloud qui permettent d'utiliser des bases de données vectorielles,
notamment Databricks, même AWS, etc. Dans leurs chiffres, ils montrent qu'il y a un boom d'utilisation sur leur plateforme et même sur le marché au niveau des chatbots RAG, par exemple. On voit que la valeur de marché aujourd'hui pour des solutions numériques comme celle-ci, elle explose. Et donc, moi aujourd'hui, je vous ai fait cette présentation pour vous montrer un petit peu le concept et que potentiellement, un jour, quand vous êtes confronté à un cas pour utiliser une base de données vectorielle, vous ayez déjà un peu une petite connaissance de comment ça fonctionne et vous pouvez creuser un peu plus le sujet. Donc, merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci. Du coup, je répète la question. Donc, c'est savoir comment est-ce qu'on gère la différence de dimension entre du texte et des images. En fait, je l'ai pas, peut-être pas dit, mais si on utilise un modèle qui va pouvoir vectoriser des images, du texte, etc., tous les vecteurs vont toujours avoir la même dimension. Que ce soit du texte, de l'image, etc., ça fait qu'une phrase, elle va avoir la même dimension qu'une image, enfin avoir le même nombre de dimensions qu'une image, donc on va pouvoir les comparer aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Si vous avez d'autres questions. C'est ça. En fait, il y en a énormément des modèles d'embedding sur Hugging Face. On peut en trouver plein. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme, une petite marketplace pour tous des modèles d'IA. Et donc, il y en a qui sont spécialisés dans le français, d'autres dans l'anglais, d'autres dans la multimodalité, etc. Et en fonction de chaque modèle, si je prends un modèle qui est spécialisé, je sais pas, dans les animaux, dans l'animalerie, forcément, si je lui parle de clim, le vecteur qui va produire sera très très éloigné de ce qu'il produit d'habitude. Et donc, ça va être une valeur absurde. Mais si je compare un chien et un chiot, ça va être très proche. Si je compare un chat et un chien, ça va être très éloigné. Et si j'utilise un modèle qui ne parle pas d'animalerie, il va potentiellement plus les rapprocher qu'un modèle spécialisé, quoi. Oui. Là, j'ai pas exactement la réponse à ta question. Mais si on part du principe du coup qu'on utilise un calcul de distance qui va mesurer à la fois la distance absolue et la magnitude, enfin et l'angle entre les vecteurs, ils vont du coup être proches, pas forcément en termes de distance brute ou d'angle, mais en combinant le mécanisme de distance. Voilà. Vas-y. Les calculs de distance ils sont un peu standardisés. On sait que mathématiquement, pour comparer deux vecteurs de sens proches qui sont du texte, on va utiliser la distance cosinus parce qu'on mesure l'angle et pas la distance absolue. Ça c'est, si vous êtes amené à utiliser un autre type de distance, vous allez pas pouvoir réussir à mesurer correctement la similarité en fait. C'est vraiment comme ça. J'oublie de répéter les questions à chaque fois en fait. Donc une autre question, ouais. Ça, j'ai pas vérifié du tout, mais potentiellement un modèle d'embedding, si il peut le faire, comme j'ai dit, en fait, il y en a plusieurs des algorithmes. Il y a donc là, c'est la famille des transformers, ceux qui vont principalement transformer du texte en, en vecteur. Mais donc il y en a d'autres qui vont permettre de faire plusieurs choses en même temps, etc. Donc je te crois. Ouais.
Non, du coup, comme je l'ai montré dans le schéma juste avant, il faut forcément utiliser le même modèle d'embedding qu'on a utilisé pour vectoriser et insérer nos données brutes dans notre base que lorsqu'on va venir la requêter. Forcément, sinon, ils n'ont pas les mêmes pré-entraînements, pas les mêmes paramètres, et donc ils vont pas mesurer pareil la distance sémantique entre deux points. Voilà. Je sais pas si vous avez encore des questions. Bah, merci en tout cas.